je vous remercie, effectivement. Et nos amis ici présents, on l'évoquait à l'instant, on hésite toujours parce que, en aparté, et on l'a encore constaté avec Valérie récemment au cours d'un colloque, on a du mal à se rendre compte du niveau de connaissance des phénomènes actuels, des événements, des causes profondes. Et on a l'impression, lorsque l'on, comme Valérie d'ailleurs et d'autres ici, s'intéresse à ces sujets depuis des années, on a effectivement l'impression que tout le monde est au courant et on est un peu sidéré d'ailleurs lorsque, comme ça, à la suite d'un colloque, on dit mais vous ne saviez pas? Ah non, on ne savait pas. Et alors, c'est un gros problème d'ailleurs parce que vous dites bon, mais ces citoyens tout à fait honnêtes, ben, ils votent. Ah bon, d'accord. Et notre génération, puisque c'est l'intérêt de ce type de réunion, et je vous en remercie, Monsieur le Président, c'est de former la génération, je dirais, des 25-30 ans. Il y a les 40-50 ans. Nous sommes en relation, comme vous le savez, travaillant sur ces sujets-là depuis très longtemps, avec des militaires, des policiers, des magistrats. Le monde de l'entreprise, je le connais au travers de la profession d'avocat, puisque je suis inscrit depuis 1973 et 90% de mon activité, c'est le monde de l'entreprise au sens large, avec des dominantes. Je suis spécialiste en rien, mais des dominantes. Par conséquent, le sujet d'aujourd'hui, effectivement, Valérie m'a donné l'occasion de rebondir. J'ai appris une page d'histoire, je ne connaissais pas Valérie. C'est que, au cours d'un colloque récent, Valérie évoquait la création de l'Institut libre des sciences politiques. C'est l'école des sciences politiques, c'est ça? Je n'ai pas souvenir d'avoir évoqué. Mais... Oui, si, vous l'avez évoqué. Et... Non, vous voyez, moi, ça m'a vraiment intéressé, parce que vous aviez dit une chose, une page d'histoire que je ne connaissais absolument pas. C'est à la suite de la défaite de 1870 contre la Prusse, qu'à l'initiative de plusieurs personnalités, je ne vais pas vous faire de la lecture ni rien, je préfère... même à la limite pas m'interrompre, mais si vous voulez, je suis beaucoup plus à l'aise pour répondre aux questions. Mais à la suite de la défaite de 1870 contre la Prusse, certains se sont inquiétés de la formation, justement, alors je ne parle pas d'élite, hein, parce que c'est un terme, je ne dis pas impropre, mais qui dit élite dit élection, et qu'on voit le résultat depuis une cinquantaine d'années. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser de côté. Mais disons, la formation des cadres, disons, quels qu'ils soient, politiques, militaires et autres, pour justement tenir compte de cette défaite et d'en tirer les leçons. Or, aujourd'hui, et je vous en sais gré, un institut, l'Académie de géopolitique de Paris, à la limite, c'est sa vocation première. C'est sa vocation, c'est-à-dire que rassembler des personnalités de toute obédience, de toute sensibilité, de toute religion, toute philosophie, et puis essayer d'établir, moi je fais souvent le parallèle avec la médecine, et je vois que j'ai un anthropologue en face de moi, donc il va comprendre certains aspects de ma démarche. Le médecin, il établit un diagnostic. Il établit un diagnostic. En revanche, le juriste, lui, il qualifie les actes et les faits. Qui dit diagnostic dit remède. Si vous ne vous mettez pas d'accord sur le diagnostic, vous aurez du mal à trouver les remèdes. Et aujourd'hui, avec la désinformation, et on n'appelle plus un chat, quelques citations que j'aime bien, celle de Camus que vous connaissez tous, puisque nos hommes politiques la répètent à l'encan. On ne peut pas dire qu'ils l'appliquent beaucoup d'ailleurs. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et par conséquent, nous en sommes arrivés aujourd'hui à votre académie, n'est-ce pas? Eh bien, elle a quand même vocation à confronter des idées, et sur un sujet comme celui-ci, la dimension criminelle de la finance, eh bien, par exemple, faire une page d'histoire. Alors, moi, je ne vais pas vous embêter à faire de la littérature, mais c'est vrai que j'ai une très grande admiration pour la République, la Sérénissime de Venise, pendant 5 siècles. C'est, à mon avis, dans l'histoire, c'est à peu près, moi qui ai beaucoup travaillé sur le période féodale, 9e, 10e, 11e siècle, c'est à peu près le seul pays au monde qui a réussi à réunir à la fois une forme avec les doges, à la fois une forme d'aristocratie au sens noble du terme, et une forme d'aristocratie
et de commerce avec tout ce que vous savez, puisque sur la Méditerranée régnait la Sérénissime, avec leurs galères, avec une particularité que vous connaissez peut-être, c'est que les rameurs des galères vénitiennes étaient des soldats. Ce n'étaient pas des esclaves qui ramaient et puis on attendait, ils ramaient et ensuite ils allaient se battre. Et par conséquent... Excusez-moi. Ça veut peut-être dire que les soldats étaient traités comme des esclaves. Si on veut, enfin, je ne veux pas en discuter, mais toujours est-il que, à part cette exception dans l'histoire, il est évident que, si vous évoquez la guerre juste, saint Thomas d'Aquin, la dimension criminelle de la finance, c'est presque un pléonasme, parce que la finance a toujours été criminelle. Bon. Pourquoi j'évoquais Venise? Tout simplement parce que les banquiers et les financiers eh bien, finançaient les monarchies, les principautés, et finançaient les guerres. C'est tout. Donc la richesse des grandes banques, des grands financiers de l'Ancien Régime, effectivement, vous avez 3 étapes que je vais résumer, hein, pour pas à peu près un quart d'heure, 20 minutes, vous me dites, hein, Valérie. Donc, vous avez 3 étapes à peu près. Vous avez la finance qui finance les princes. Je ne vais pas rappeler Philippe le Bel, quand ils ne peuvent pas rembourser, ben, vous savez ce qui arrive aux banquiers. Vous avez la période 19e siècle, alors là c'est extraordinaire, moi j'ai découvert un ouvrage de Claudio Janet, de professeur d'économie sur la finance et la spéculation au 19e siècle, c'est extraordinaire, il a été écrit à la fin du 19e siècle, il y a tout. Vous lisez cet ouvrage, on le trouve difficilement, mais d'occasion, enfin... Et vous apercevez que ce que nous vivons aujourd'hui, ben, l'agiotage, la spéculation, etc., la Révolution française, on faisait la distinction entre l'agiotage et ce qui se passe aujourd'hui, la spéculation, donc montée en puissance de la finance au XIXe siècle. Et puis, l'élément qui nous intéresse, et sur lequel moi j'ai travaillé, puisque j'ai donné pendant 8-10 ans un cours dans le cadre des menaces criminelles contemporaines de l'Institut de criminologie sur les menaces criminelles contemporaines, sur la finance criminelle, puisqu'on travaille, et Valérie, c'est comme ça que nous nous sommes rapprochés. Tout simplement, au XXe siècle, et Boutros-Ghali, je me souviens, là, si vous pouvez retrouver cette intervention de Boutros-Ghali un an et demi avant sa mort, a dit aujourd'hui, bon, l'ONU, ça ne sert plus à rien. Les États, n'en parlons plus, vous avez des multinationales et des organisations, c'est là-dessus que nous travaillons, qui dépassent le pouvoir des États. Et nous avons vu effectivement au XXe siècle une émergence, qui rejoint d'ailleurs la dimension criminelle de la finance, une émergence des organisations criminelles. Et la dernière discussion que nous avons eue avec Valérie sur ce sujet, elle était anthropologique parce que Giovanni Falcone, on a créé avec un avocat de Strasbourg, avec Laurent Hecker, nous avons créé il y a 12 ans le prix Falcone que nous décernons tous les ans. Et Falcone, dans son livre, lorsqu'il est interrogé par la journaliste Padovani, dit « On ne peut pas comprendre le phénomène mafieux si l'on ne tient pas compte de la dimension anthropologique. » Pourquoi? C'est très simple, c'est extrêmement simple. On pourrait presque le dire en corse ou en italien, siamo tutti nati mafiosi. On est tous mafieux. On est dans une famille, des liens du sang. Les liens du sang, vous avez la dimension tribale, clanique, et vous le retrouvez dans toute l'histoire. Le Gotha, les familles princières et monarchiques, n'est-ce pas, renforçaient les liens du sang par des alliances. Et effectivement, les organisations criminelles de type mafia, attention, hein, la mafia, bon, c'est connu pour la Sicile, Cosa Nostra, les 4 grandes mafias italiennes, les triades chinoises, oui, les yakuza japonais sont les plus connus. Après, il y a les cartels, Cali, Medellin, etc. Mais l'organisation criminelle, effectivement, repose sur des liens du sang, sur des rapports claniques, avec des particularités que je ne veux pas développer ici. D'ailleurs, vous avez un que sais-je de refaire qui est remarquable sur les organisations criminelles. Et la troisième étape de la finance, celle qui rejoint la guerre, ben, c'est tout simplement, vous connaissez aussi bien que moi les manipulations financières depuis des années,
la spéculation, la finance de l'ombre, shadow banking, puisque un ouvrage a été consacré à la finance de l'ombre. Je ne vais pas donner des chiffres. D'abord, je suis très méfiant à l'égard des chiffres. Je vous dis tout de suite, personne n'est allé vérifier si, lorsqu'on a introduit en 2015 le trafic de la drogue dans le PIB, ben, ça veut dire que ceux qui contrôlent le trafic de la drogue, ils ont la main sur l'Europe qui leur dit vous mettez le PIB dans le trafic de la drogue. Là, vous avez tout compris. Vous savez qui est le maître. Alors, la particularité de ces études, c'est qu'effectivement, vous avez dans les journaux, dans la presse, et on l'a vu à l'occasion de la pandémie, des boucs émissaires. C'est-à-dire qu'on vous met dans les journaux le nom de un tel. Alors je ne fais pas, j'aime pas personnaliser, on vous donne des noms. Un tel qui, telle fortune, etc. Je peux vous dire tout de suite que ce qui nous intéresse, puisque également à Strasbourg, nous avons fait un colloque il y a quelques années avec Laurent Ecker sur les pouvoirs invisibles, ce qui nous intéresse et ce qui doit intéresser les citoyens, c'est la partie invisible. C'est que ceux qui contrôlent n'ont absolument aucune envie d'être dans le who is who, ni dans challenge en disant voilà la première fortune, etc. Ils n'en ont rien à faire, mais alors rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est de tirer les ficelles, et par conséquent, là j'en arrive au sujet, alors je me rapproche un tout petit peu du sujet qui est d'aujourd'hui aussi, non seulement sur la dimension criminelle de la finance, mais sur l'entreprise. Alors là, c'est pareil. J'essayais de schématiser les 3 étapes de la finance. 3 étapes des phénomènes mafieux, une période de résistance, une période d'association, on l'a vu avec la démocratie chrétienne en Italie, où ils sont un peu au service des politiques, et c'est comme ça qu'ils sont, et ensuite la mainmise par les organisations criminelles sur le politique et sur la finance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu avec la crise de 2008, les États-Unis, par exemple, avec la planche à billets qui ne suffisait plus, avec les ratios que vous connaissez, ratio Cook, tous les ratios des banques et autres, à un moment, manque de liquidité, et certaines banques ont blanchi jusqu'à 100, 200, 300 milliards de dollars, hein, puisque, effectivement, il fallait à un moment renflouer, etc. Par conséquent, ce qui s'est passé, donc là, la finance, l'histoire des organisations criminelles qui ont pris un pouvoir qu'elles n'entendent pas partager. Ça, c'est très important lorsque vous lisez l'ouvrage de Falcone. Lorsqu'on a décerné le prix Falcone cette année à un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et à Diana Vilgas, qui a écrit une thèse de doctorat couronnée par l'Académie des sciences politiques, l'ordre juridique mafieux. Diana est franco-colombienne, elle sait de quoi elle parle. Et en partant de la Colombie, elle a dit attention, ces organisations font en sorte d'introduire dans le droit leur législation, leurs propres règles. Et on le voit avec la finance, avec l'extraterritorialité du droit, avec on essaie la destruction du code civil, et j'en passe, et la justice, etc. Pour ce qui concerne l'entreprise, là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, et je ne le dis pas parce que c'est Valérie qui organise le colloque, mais pour des personnes qui ont notre parcours, qui ont fait des études de droit, des économistes, c'est tellement évident, l'entreprise, ça s'est passé de façon très très insidieuse. On n'a pas pu venir, et de la même façon que la défaite de 1870 contre la Prusse, là on l'avait vu venir pour cause, la conquête de l'Europe et de la France par ces milieux financiers plus ou moins criminels, ben on ne l'a pas pu venir non plus. On ne l'a pas vu venir. Ça a été très insidieux et ça s'est fait de plusieurs façons. Là, les ouvrages, les articles, moi, mes étudiants d'ailleurs, plus qu'un long discours, j'avais sélectionné, je les ai toujours d'ailleurs, une vingtaine d'articles de presse. Et je disais, il suffit que vous lisiez ces articles de presse et vous allez comprendre, tout y est. L'article de 2000, il y a un article de Christian Debris dans le Monde diplomatique de 2000, j'en ai une copie ici, qui dit « État, mafia et multinationales s'entendent comme larron en foire. Perte de souveraineté, tout est dit, c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à décliner. Une fois qu'on a compris ça, que fait-on? Que fait-on? Ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile, mais que fait-on? Mais si déjà vous n'avez pas
pris conscience de cette réalité, eh bien, vous avez, c'est un peu comme dans l'arène, n'est-ce pas, à l'époque, Moritorite et salutante, eh bien, vous avez dans l'arène, on vous laisse jouer entre vous, on vous regarde, de temps en temps, on place un pion, on place un homme. Vous savez, lorsqu'on a... La France va rembourser, je crois, presque 50 milliards d'intérêts par an, vous ne savez pas à qui d'ailleurs, et où ils vont. Bon, il y a bientôt 3 000 milliards de... Mais lorsque vous prenez les chiffres du shadow bank, de la finance de l'ombre, des chiffres du PIB mondial, etc., n'importe quel chiffre, ça ne sert absolument à rien. Ce qui compte, c'est votre vie quotidienne, la répercussion sur l'insécurité, n'est-ce pas, dans notre territoire, et le chômage. Or, l'entreprise, lorsqu'on revient aux sources, et ça m'a donné l'occasion d'ailleurs de relire un petit peu le chapitre, je me souviens, du planeur Éric Père sur l'entreprise. Alors là, je ne vais pas être méchant parce que je ne voudrais pas citer quand même une personnalité politique qui avait déformé totalement les écrits de Plagniol et Ripert dans ce traité sur la pénalisation du droit des affaires, en disant, mais d'ailleurs, il était contre le... Non, quand vous lisez le Plagniol et Ripert, au contraire, l'introduction du droit pénal dans le monde des affaires, c'était pour respecter l'ordre public, et par conséquent, une nécessité. Et on voit bien que plus vous faites reculer la place de l'État, l'ordre public et le droit pénal notamment, qui est le bras armé, encore une fois, du citoyen, puisque je vous rappelle, et ça aussi c'est quelque chose qui est sidérant, André Belon, là je peux le citer, qui a créé une association pour une constituante, qui est André Belon, hein, qui connaît bien ce sujet-là, dit qu'il faut quand même rappeler aux citoyens que ce triste événement qui est l'exécution de Louis XVI, quoi qu'on en pense, le lendemain, le peuple est souverain. Et cette souveraineté, elle n'est pas facile à assumer. Ça, je l'admets. Être libre, être souverain, ça veut dire être responsable. Et ça, les gens n'aiment pas. Ils veulent les avantages, mais pas les inconvénients. Donc l'entreprise, eh bien, Ripert dit, ben, on n'arrive pas à la définir. Elle est imprécise. On a une approche économique, n'est-ce pas, une unité d'activité. L'entreprise, c'est l'artisan, et le meilleur exemple, celui que vous connaissez tous. Vous faites réparer votre toit, la toiture, la copropriété, votre maison. C'est le petit entrepreneur qui réussit. Il peut avoir une dizaine d'ouvriers, couvreurs, plombiers, etc. Alors, après, vous avez les grandes multinationales que vous connaissez également. Mais le dévoiement de l'entreprise, en définitive, il a commencé avec, et là c'est pas de moi, c'est dans l'ouvrage, le petit opuscule de Galbraith, Les mensonges de l'économie. Et Galbraith dit, ben, tout a commencé avec la société anonyme. Lorsqu'on a introduit la société anonyme et la possibilité effectivement d'avoir un peu cet anonymat qui va devenir ensuite avec la finance, les trusts, la fiducie, etc., l'opacité, c'est pour ça moi je suis pour la transparence en opposition à l'opacité, eh bien, vous avez effectivement, avec la société anonyme, avec les actions, un sujet que connaît très bien et qu'a traité Valérie Bégougou, à savoir, eh bien, le démembrement, les actions, les obligations. Alors là, je ne vous fais pas la liste de tous les... vous lisez les ouvrages de Jean-François Guéraud, il y a 3 ouvrages qui sont remarquables. Jean-François Guéraud est commissaire général. Il a été divisionnaire, il est passé commissaire général. Et c'est vraiment des spécialistes avec Jean de Maillard, avec Marie-Christine Dupuis sur les stupéfiants, sur la drogue. Vous apercevez effectivement qu'il existe des outils financiers qui permettent cette spéculation et qui renforcent cette opacité. Ce qui fait que pour un juriste normal, lambda, élevé dans la tradition juridique de la faculté de droit de Paris, avec, bon alors Samta n'aime pas qu'on évoque les valeurs, parce que c'est galvaudé, enfin je ne sais pas quel terme on pourrait trouver, enfin bon, je dirais notre éducation et nos fondements judéo-chrétiens, appelez ça comme vous voulez, enfin les évangiles, d'ailleurs les évangiles, vous prenez les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je défie quiconque ici de me dire la différence entre les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et les évangiles.
hein. Et d'ailleurs, il y avait récemment un documentaire sur Confucius, et j'ai découvert que Confucius, le premier principe qu'il avait mis à l'époque, il y a 3000 ans, c'était de dire, ben, écoutez, hein, ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Bon. Et c'était le premier principe de Sieyès et de Portalis lorsqu'ils ont écrit le Code civil. C'était le premier principe. Faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Point, c'est tout. Alors, si on vous le fait en toute impunité et que vous n'avez personne pour, etc., c'est l'intérêt de travailler sur le système mafieux, d'ailleurs. Hein. Eux, c'est très simple. Ils ont leur loi. Hein, vous choisissez, d'ailleurs, c'est dans le livre de Diana, de l'argent ou vous êtes mort, du plomb ou de l'or. Vous choisissez. Par conséquent, l'entreprise est devenue, et j'en ai quasiment terminé, Valérie, c'est bon? Pas du temps. L'entreprise est devenue une marchandise, tout simplement. Elle est un objet, puisque effectivement, dans cette nouvelle guerre de conquête, vous aviez Drake, le corsaire de l'Angleterre, qui arraisonnait les navires espagnols qui rapportaient de l'or d'Amérique du Sud. Vous avez eu le pétrole, etc. Mais l'entreprise, elle a besoin. C'est elle qui a une entreprise pétrolière, qui a une banque. Une banque, c'est une entreprise, qu'on le veuille ou non. Si vous êtes actionnaire et que vous contrôlez la banque, et vous ne savez pas qui contrôle, vous ne savez absolument pas, avec les trusts, la fiducie, les écrans, les paradis fiscaux, bien entendu, puisque certains pays vendent leur souveraineté au travers des paradis fiscaux, vous ne savez pas qui vous avez. Et aujourd'hui, effectivement, la dimension criminelle de la finance, eh bien, elle est totalement établie, avérée, parce que chacune des étapes pour permettre cette conquête est un acte plus ou moins, alors attention, et c'est l'intérêt du code pénal, il est très bien fait le code pénal, hein. Vous avez les délits, vous avez les crimes, vous avez les contraventions, eh bien vous pouvez très bien qualifier chaque acte ou chaque action et chaque montage plus ou moins juridique, comme une escroquerie, un abus de confiance, l'enrichissement, prise illégale d'intérêt, blanchiment de l'argent criminel, trafic d'êtres humains, comme vous le connaissez, trafic de drogue. Donc, on est passé, et je termine là-dessus, j'ai une formule que je viens dans un ouvrage que je suis en train de relire, qui a plein de fautes d'ailleurs, beaucoup de corrections. En fait, c'est très simple. Nous sommes passés de la guerre au droit à la guerre. Voilà. Nous avions bâti au 19e et au 20e siècle un droit fondé, et c'est pour ça que... Alors la France est le pays le plus vulnérable avec la Déclaration des droits de l'homme. C'est le pays à abattre. Carthago delenda est. Carthage doit être détruite. S'il y a un pays à détruire dans le monde, c'est la France.